Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. J'ai prévenu le SAMU que nous, on ne peut plus prendre de patients. Là, il y a encore une quantité de patients qui doivent arriver. J'ai grosso modo 3 patients au déchocage. Et là, j'ai une patiente qui crache du sang. J'ai une autre dame qui a 3 grammes d'hémoglobine qu'il faut transfuser en urgence. Et j'ai un SAMU qui va arriver avec une insuffisance rénale aiguë. Tout ça sont des urgences majeures. On est dans cette situation en fait de catastrophe, de guerre continuellement, des patients sur le brancard. Quand le patient est là depuis 48 heures, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça arrive. Souvent, je vois un patient, je l'évalue rapidement, je lui dis à tout à l'heure. Et quand je ferme la porte, je sais qu'en fait, je suis en train de lui mentir. Je suis même pas sûr que je vais pouvoir aller le revoir. Après une enquête de 6 mois, le magazine Complément d'enquête de France 2 a dévoilé l'état extrêmement critique des urgences et du SAMU, où le criant manque de moyens coûte la vie à de nombreux patients. Et le médecin urgentiste que vous avez entendu, qui s'occupe des urgences hospitalières de Strasbourg, a déclaré « Je ne veux plus, juste en me taisant être complice, même si je dois perdre mon poste ». Et la zone rouge, forcément, est franchie, Philippe. Oui, on a parlé de 100 à 150 morts oubliés sur des brancards, et les images qui en ressortent sont dramatiques. Jusqu'à 7 ambulances en train d'attendre dans la cour de l'hôpital que leurs patients soient pris en charge. Alors, est-ce que vous avez été victime, vous avez été témoin, vous avez un proche qui a été victime d'un manquement des urgences? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous nous dites un grand oui à 64%. Et on va en parler avec un spécialiste, Gérald Kirziak, qui est avec nous, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu. Bonsoir, merci. Bonsoir. Gérald, d'être là. Quand vous entendez ça, Philippe Bilger, forcément, on a l'impression d'être dans une mauvaise série télévisée. Absolument. En ce qui me concerne, puisque la question de Sud Radio nous permet de faire état d'expérience personnelle, oui. J'ai parfois patienté dans les urgences, mais je n'ai jamais été abandonné. J'utilise à dessein ce contraste de vocabulaire parce que j'imagine, et j'ai parfois vu des gens à côté de moi qui attendaient durant des heures, et je ne voudrais pas laisser croire que mon propos est une quelconque mise en cause du personnel soignant à tout point de vue, qui en général est formidable de dévouement et de gentillesse. Mais puisque Gérald est là, il paraît que la raison de cette catastrophe des urgences, ici ou là, vient du fait qu'il n'y a plus de médecine de ville pour accueillir ces gens-là. J'aimerais savoir tout à l'heure si c'est vrai. On va Pierre-Yves Martin, avant de répondre à cette question. Moi, j'ai eu dans ma famille, là, à Noël dernier, j'avais une grande tante éloignée qui a eu un petit souci cardiaque et qui a dû attendre dans un couloir pendant 10 heures, je crois. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que, alors qu'on avait averti, ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre cette grande tante à côté de quelqu'un qui avait le Covid. Et donc, du coup, elle a attrapé le Covid. Et une semaine après, elle est décédée. Et en fait, c'est un peu l'histoire de con, en fait, que je raconte. Hein, c'est un peu tragicomique. Mais tout ça pour dire que, en fait, il y a un sujet que je n'ai jamais compris, mais peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer. C'est que depuis la crise du Covid, il y a eu une conscientisation autour de l'importance, la nécessité de faire quelque chose dans le monde de l'hôpital. Et j'ai l'impression que il y a peut-être des rallonges budgétaires, mais ça se traduit rien ne change. C'est très étonnant. On va beaucoup de questions pour Gérald. Oui, j'aurais une question à poser d'ailleurs au docteur Kirziak. Non, moi personnellement, je n'ai jamais été confronté à ce problème d'urgence, ni dans mon entourage pour l'instant. Mais je me demande si ce problème, touche du bois, je me demande si ce problème des urgences n'est pas dû au fait que beaucoup de gens se rendent au service des urgences. Et donc embouteille, j'ai vraiment dit embouteillage, le service des urgences, alors qu'il ne devrait pas y aller. Donc ce qui fait que le service des urgences est un peu débordé. Donc j'aimerais savoir, je ne sais pas si je peux poser la question tout de suite au docteur Kirziak, si c'est pas l'une des raisons. Allez, par quelle question je commence? C'est un peu la même question, celle de Philippe, de dire il n'y a pas assez de médecins généralistes. C'est vrai, il n'y a pas assez. C'est vrai, il n'y a pas assez de médecins généralistes, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de médecins généralistes qu'il y a l'embouteillage aux urgences. Parce qu'en fait, l'idée qui est de dire les gens viennent pour rien aux urgences,
ça c'est toujours le voisin sur le banc qui attend aux urgences qui vient pour rien. Vous, quand vous venez jamais pour rien. Pourquoi ? Parce que c'est une urgence qui est peut-être une urgence réelle, mais qui est toujours une urgence ressentie. Vous n'êtes pas médecin, les patients ne sont pas des médecins, on ne peut pas leur demander de faire un autodiagnostic, et quand vous avez mal, vous ne savez pas si c'est un claquage au niveau du mollet ou si c'est une phlébite qui peut donner une embolie pulmonaire. Et donc dans un pays comme la France en 2023, on devrait pouvoir répondre. Alors si le médecin traitant était disponible, et on sait tout le problème et tout le surcroît de travail des médecins traitants, le manque de généralistes, etc., eh bien il pourrait peut-être répondre, mais dans l'immense majorité des cas, il faut d'autres choses que de la consultation médicale. Il faut une prise de sang, il faut un scanner, il faut un certain nombre de plateaux techniques et d'examens, et ça, les urgences sont les mieux à même de répondre. Le problème, c'est qu'on a concentré dans des espèces d'usines à malades, on a fermé les hôpitaux de proximité, et donc tout le maillage territorial, où avant vous aviez un système qui fonctionnait bien, vous aviez le médecin traitant, premier niveau. Deuxième niveau, quand il avait besoin, il y avait l'hôpital de proximité. Il pouvait passer un coup de fil, il vous recevait, on faisait quelques examens, et puis soit vous étiez hospitalisé, soit vous rentriez, et l'équipe ambulatoire, l'équipe de médecine de ville, l'infirmière de ville, le médecin de ville, prenait le relais. Ou alors on vous trouvait un lit. Et puis si vraiment c'était grave ou ultra spécialisé, il y avait le niveau 3 qui était le CHU, le centre hospitalier de référence. Le seul problème, c'est que le niveau 1, la médecine de ville, on l'a complètement flingué depuis des années, et les collègues généralistes le disent, le répètent depuis des années. On leur a donné gentiment une augmentation d'1,50 €, vous vous rendez compte, 26,50 € la consultation. Royal. Le niveau 2 d'hôpital de proximité, on a regroupé, vous savez, big is beautiful, et puis il faut faire des économies d'échelle, et puis on a des technocrates qui veulent faire ces économies et qui veulent avoir des grands centres où on va concentrer, et vous avez des usines à malades, comme on a des usines à bébés d'ailleurs, avec les maternités, avec des services d'urgence qui reçoivent 250, 300 malades par jour. Et ce que vous avez vu dans Complément d'enquête, avec le courageux collègue qui dénonce, comme on le dénonce depuis des années aussi, et qui le fait encore, et tout le monde devrait le faire, en disant on ne peut plus soigner correctement. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de médecins généralistes ou parce que les gens viennent pour rien que les services d'urgence sont engorgés. On devrait avoir des services d'urgence de proximité qui permettent d'aller vite sur ce qui va vite, sur de la consultation, et quand il y a besoin d'hospitaliser, et c'est ça qui engorge les urgences, avoir des lits d'hospitalisation, et c'est ça qui pose problème. On n'a pas les lits, vous l'avez vu dans le reportage, c'est les malades sur les brancards, c'est pas de la consultation, c'est des gens qui ont besoin d'un lit d'hôpital. On a fermé les lits avec le sacro-saint virage ambulatoire, et du coup ça bouge aux urgences. Gérald Kierzek, moi j'ai vu le reportage en entier, le SAMU, quand on l'appelle, je pensais que les gens qui répondaient au SAMU étaient formés, compétents, qualifiés. On se rend compte que c'est pas le cas. Un drame, une femme de 61 ans qui fait un malaise cardiaque lors d'une réunion de famille. On lui dit c'est une gastro-entérite, c'est pas grave, et puis ça empire, on envoie un médecin, et le médecin dit là c'est une crise cardiaque, il faut le SAMU tout de suite, et la femme décède. C'est terrifiant. Les gens au SAMU sont formés, sont compétents, il n'y a pas de doute là-dessus. Le seul problème, c'est qu'on a reporté le problème des urgences en disant appelez le 15. Et donc tout se retrouve au 15, donc le 15, il y a un temps de décrocher, c'est-à-dire avant d'avoir quelqu'un au bout du fil qui augmente de plus en plus, donc là on a un vrai problème de moyens. Deuxièmement, les équipes d'assistants de régulation médicale, c'est-à-dire les permanenciers, les standardistes spécialisés qui sont formés, ils sont épuisés comme les autres professionnels de santé, donc on a du mal, et il y a un turnover extrêmement important, donc il faut en former des nouveaux. Et les annonces du ministre qui sont de dire finalement on ferme les services d'urgence la nuit, appelez le 15 avant d'aller aux urgences, on rajouté une couche, ça a rajouté une couche, ça a transféré le problème sur le SAMU, et je vais rajouter, et Philippe, je ne nie pas l'histoire dramatique, il peut y avoir des erreurs, c'est compliqué de faire un diagnostic par téléphone. C'est compliqué quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous n'avez pas beaucoup d'ambulance, elle est déjà partie sur un infarctus, et puis la deuxième ambulance, elle est sur un accident de voiture. Il y a quelqu'un d'autre qui appelle, comment vous faites? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un problème d'effecteurs et de moyens à disposition des médecins régulateurs, et on trouve de moins en moins de médecins régulateurs parce que c'est un boulot qui est extrêmement fatigant, et en termes de responsabilité qui est extrêmement casse-gueule, et c'est pas l'ancien procureur qui est à côté de moi qui va dire l'inverse. 0826 300 300, ça sonne beaucoup en standard avec Lydie qui voudrait témoigner. Bonsoir Lydie. Bonsoir Lydie. Oui, bonsoir. On vous écoute, Lydie. On vous écoute, Lydie. Oui, donc voilà, en fait, pour l'histoire, j'ai ma soeur qui était de passage à la maison, donc, elle se sentait pas bien, au petit matin, vers 9h. Donc, je suis montée la voir, et en fait, elle avait perdu une fois connaissance, elle venait de se réveiller, donc elle m'a dit, je me sens pas bien, appelle le SAMU. Donc, j'ai appelé. Et là, en fait, elle a rapidement décompensé parce qu'en fait, il s'avérait qu'elle est en train de faire une embolie pulmonaire. Donc, forcément, nous, on ne le savait pas.
Donc je vois seulement ma sœur en train de décompenser en même pas l'espace d'une dizaine de minutes. Et donc on appelle donc le SAMU qui ne voulait pas se déplacer. Il voulait absolument que ce soit ma sœur qui parle. Mais on leur disait mais elle ne peut pas parler, elle n'est pas en capacité. Et ils ne voulaient pas. Ils disaient non, c'est à elle de nous expliquer ce qu'elle a. Mais ils disaient on ne peut pas. Et en fait la première fois ils ne voulaient pas venir, donc ils n'ont pas voulu se déplacer. J'ai vraiment eu la chance d'avoir ma voisine qui est infirmière. Donc je suis allée sonner chez elle et c'est elle qui les a rappelés en disant je suis infirmière et je vous dis que le cas qui est en train de se passer maintenant nécessite des soins d'urgence. Et à ce moment-là, ils ont bien voulu se déplacer, ça a mis quasiment 1 heure à ce qu'ils arrivent. Et lorsqu'ils sont arrivés, donc c'est d'abord les pompiers qui sont arrivés et lorsqu'ils sont arrivés, 2 minutes après, elle était en arrêt cardiaque. Et ensuite le SAMU, donc le médecin ne voulait pas venir parce qu'il était le seul médecin pour toutes les villes. C'était un samedi matin. C'était le seul médecin dans toutes les villes aux alentours et il ne se déplaçait pas pour rien. Bah oui. Donc limite, il fallait vraiment que ce soit. Comment on peut exprimer un cas gravissime? On n'est pas soignant. On est voilà des simples usagers, des simples citoyens. On n'a pas toute cette connaissance. Donc quand on appelle et qu'on exprime vraiment un besoin, ils ne veulent pas se déplacer que pour vraiment une urgence. Mais comment on peut exprimer ça? C'est ça, reste avec nous, Lydie. Alors c'est vrai qu'il y a les pompiers sont souvent victimes de bêtises de certains qui les appellent pour rien. C'est difficile quand on est chez soi, effectivement, d'expliquer à un médecin ou au SAMU ce qu'on a ou ce que la personne a. Et en 2023, en France, dans un pays développé, on est en droit d'avoir une réponse H24, 365 jours par an et d'avoir des secours. Alors le boulot, et madame, j'entends ce que vous dites et je le partage, et tous les soignants le partagent, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et encore une fois, quand vous avez le médecin régulateur qui n'a que 2 ambulances médicalisées et qu'elles sont déjà en intervention, il n'a pas d'effecteur, il n'a plus de médecins envoyés, il n'a plus d'équipe à envoyer. Alors les pompiers, rappelons juste à nos auditeurs que c'est 2 métiers différents. Les pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, ce sont des secouristes qui sont là en premier secours, et le SAMU, c'est l'hôpital qui se déplace au chevet du patient quand il y a une crise cardiaque ou quelque chose de grave. C'est la médicalisation, et après on fait le diagnostic et on envoie dans le bon endroit. Mais c'est 2 services qui sont complémentaires. Donc souvent le 15 n'a pas de moyens parce que les ambulances ont été engagées avec les équipes de réanimation. Heureusement qu'il y a les pompiers font de plus en plus non pas de l'incendie mais du secours à victimes. Et puis parfois on prend des risques, c'est-à-dire on dit à l'ambulance des pompiers, tu roules sur l'hôpital de secteur parce qu'on n'a plus de moyens pour t'envoyer une ambulance de réanimation. Il y a beaucoup de gens au standard, pardon Philippe, mais je voudrais juste poser une question à Lydie. C'est quoi finalement la solution? Parce qu'on fait que des constats depuis des années. C'est un maillage territorial. Alors, vous disiez que c'est depuis le Covid, on pensait qu'on avait compris, mais depuis la canicule, on pensait qu'on avait compris. De 20 ans. Depuis, mais bien sûr, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que les services d'urgence sont une espèce de goulot d'étranglement. Ça s'est aggravé pour différentes raisons, mais la raison principale, c'est qu'on a fermé des hôpitaux, on a fermé des services d'urgence, on a fermé des lits d'hospitalisation, et en parallèle, vous avez une population qui vieillit, et ça, on l'a complètement nié. On a dit, on ferme les lits et on fait en ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous opérez de la cataracte et vous rentrez chez vous le soir. Mais ça, c'est valable pour la cataracte. Oui. Mais les patients qui ont 70, 80 ans, qui ont un peu le cœur qui va pas bien, un peu les poumons, un peu les reins, qui sont éloignés d'un hôpital, qui n'ont pas de famille à la maison pour s'occuper d'eux, comment ils font? Ils atterrissent aux urgences. Je voudrais juste poser une question à Lydie rapidement. Comment ça s'est terminé pour votre sœur? Elle a pu être sauvée? Alors, merci, oui, Dieu merci, elle a pu être sauvée parce que par contre, ce que je tiens à souligner, c'est qu'une fois arrivée à l'hôpital, on a vraiment eu un personnel soignant au top. Ça vraiment, et je pense que vraiment, je félicite les personnes qui sont encore à l'hôpital à vraiment donner de leur temps, de leurs heures, parce qu'ils ont vraiment charbonné. Ils n'ont pas arrêté, ils ont veillé sur elle jour et nuit parce qu'elle a été quand même dans un coma pendant plusieurs jours. Donc là, par contre, vraiment, je félicite le personnel soignant. Par contre, ce que je déplore, c'est l'attitude, le manque d'humanisme qu'on a pu avoir au cours de l'appel. C'était vraiment un manque d'humanisme envers la détresse de personnes qui appelaient, qu'on ne savait pas quoi faire. Il y avait un manque de respect parce qu'on ne savait pas répondre aux bonnes questions, parce qu'on ne savait pas forcément expliquer avec des termes médicaux ce qu'on voyait se produire devant nous. C'est quand même ma sœur. Oui. On comprend, Lydie. Vous restez avec nous, Philippe Bidjar-Alizi. Dans le micro, Philippe. J'ai parfois l'impression, en allant dans les urgences, que les urgences deviennent une sorte de réceptacle de la misère sociale, au-delà même des pathologies. Oui, mais c'est aussi le rôle d'accueil des urgences et de l'hôpital public de faire cette prise en charge médico
psychosocial. C'est une zone de tri, les urgences. Quand c'est urgent et grave, il doit y avoir l'hospitalisation, la partie technique. Quand c'est une urgence sociale, vous savez, moi je travaille à l'Hôtel-Dieu, qui est un lieu, c'est l'Hôtel de Dieu. Enfin, historiquement, c'est un lieu qui est chargé d'histoire et de symboles. On a les urgences médico-judiciaires, des femmes qui ont été battues, des victimes qui viennent. On peut pas simplement les soigner et leur dire rentrez chez vous, puisque elles n'ont plus de chez elles, ou en tout cas elles seraient mises en danger. Où vont-elles? Elles vont aux urgences. Est-ce que c'est une urgence médicale? Non. Est-ce que c'est une urgence humaine? Et Lydie au téléphone parlait justement de cette humanité, et c'est important. Oui, c'est une urgence sociale. Il y a des urgences psychologiques également, et on voit bien que tout ça est imbriqué, et je pense que c'est le rôle des urgences. Le seul problème, c'est qu'actuellement, on a fait des urgences extrêmement techniques, qui sont sur le volume, et qui ne peuvent plus dégager justement cette humanité. Donc on fait uniquement du tri, on essaie de parer. On le voyait bien, le collègue dans les urgences hier, qui disait dans le reportage de complément d'enquête, voilà, je suis même pas sûr de revoir le patient, j'ai une insuffisance rénale qui arrive, je gère au plus grave, au plus pressé. Parfois ça arrive malheureusement de retrouver des patients qu'on a laissés plusieurs heures avant et qui ont décompensé sans qu'on s'en aperçoive. Donc on voit bien qu'on est dans un système où on est sur des usines, on n'a plus d'humanité, il faut revenir à des modèles de proximité. Vous parliez de Rungis tout à l'heure avec ce côté un peu familial, etc. Faut qu'on retrouve ça avec le service à la fois médecin généraliste et l'hôpital. Mais combien de temps ça va prendre? C'est ça le problème. Mais je pense qu'il faut surtout avoir la vision et la décision politique. Et il n'y a ni la vision politique, ni la décision politique. C'est même pas une histoire de nombre de médecins. Vous savez, on n'a jamais eu autant de médecins en France qu'en ce moment. On dit on manque de médecins, etc. Par contre, ils sont mal répartis sur le territoire, ils sont mal répartis dans les spécialités. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas la vision et la volonté politique. Vous savez, il y a deux sujets en France qui, pour moi, sont des sujets où tout le monde est d'accord. Il y a des sujets de sécurité où on n'est pas d'accord, il y a des sujets économiques où on n'est pas d'accord, mais sur la santé et sur l'éducation de nos enfants, on est tous d'accord. Eh bien, le politique n'a pas pris conscience que c'était des sujets prioritaires, régaliens, et on n'a pas donné les moyens. 0826 300 300, c'est Clément qui est avec nous. Bonsoir Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et vous voulez témoigner aussi? Oui, je voulais témoigner parce que je suis un peu de la partie. J'étais 12 ans ambulancier dans le secteur privé. Ce qui se passe actuellement depuis 20 ans, voire depuis 30 ans, parce que j'ai quand même 57 ans, c'est que je m'aperçois que le système, il n'y a pas de système. En fin de compte, tout est bloqué. Parce que les gens veulent travailler de leur côté. Le SAMU veut travailler de leur côté, les pompiers veulent de leur côté. Par contre, quand il y a une grosse panique, là, on se soude les mains. Mais aujourd'hui, l'hôpital, il peut vite être désengorgé par de la prévention, par tout ce qu'on veut. Voilà. Merci. Merci pour votre témoignage. Et c'est vrai que la prévention, Gérald Kierzia, on peut imaginer... Oui, alors pour le coup, vous parliez, il faut combien de temps avant que ça change? Si vous mettez de la prévention aujourd'hui, les enfants qui naissent, vous misez sur la prévention, l'alimentation, l'activité physique, pas de toxiques, etc. Vous en retirez les fruits dans 30 ou 40 ans. C'est-à-dire que c'est l'effet d'une génération. Donc moi, je veux bien, quand le politique, et en particulier notre ministre, qui connaît bien le système, qui connaît bien les problèmes, c'est un ancien urgentiste, dit on va miser sur la... hier soir, hein. Il n'a pas répondu ou jamais répondu. Je pense qu'il est, voilà, lui aussi est coincé dans un système... extrême prudence. Je pense surtout qu'il se rend bien compte qu'il n'a pas forcément toutes les manettes et qu'il est coincé par un système qui est figé, comme disait notre auditeur, pour différentes raisons. Il y a une technostructure extrêmement importante, il y a eu une prise de pouvoir des directeurs d'hôpitaux depuis quelques années, directeurs d'hôpitaux qui sont aussi dans un mal-être, qui sont aussi avec des injonctions d'au-dessus, du ministère, de faire des économies. En fait, on s'est trompé d'objectif dans ce pays. On a dit on fait des économies et on soigne après. Non, il faut d'abord soigner et puis après on soignera mieux avec moins. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas mis les soignants aux manettes, mais on a mis des administratifs. Mais la prévention, il faut le faire en parallèle du soin. Vous restez avec nous, Gérald Kierzia, on fait une petite pause. On revient dans un instant avec nos appels au 0826 300 300. On prendra Philippe. À tout de suite.